On est le vendredi 13 novembre 2015. Il fait une douceur presque anormale sur Paris pour la saison. C'est une de ces soirées où la ville vibre, où elle est pleine de vie, une joie simple, insouciante. Mais ce que personne ne sait, c'est que dans l'ombre, l'impensable est déjà en marche. Cette nuit-là, l'horreur va frapper Paris en plein cœur. Et face à elle, des gens ordinaires vont faire des choses extraordinaires. Imaginez la scène. Les terrasses des 10e et 11e arrondissements, elles sont pleines à craquer. On entend les rires, les conversations, les verres qui trinquent. Un peu plus loin, au Stade de France, c'est l'effervescence. 80 000 personnes assistent au match amical France-Allemagne. Et au Bataclan, une salle de concert mythique, 1500 fans de rock sont là, prêts à vibrer au son du groupe Eagles of Death Metal. Bref, ce soir-là, Paris est une fête. L'illusion est absolument parfaite. Mais le compte à rebours, lui, a déjà commencé. Et cette nuit de joie, elle va basculer dans une horreur sans nom. Mais elle va aussi révéler un courage qu'on n'imaginait pas. Et puis, tout bascule. 21h16. Près du Stade de France, une détonation. Sourde, puissante. À l'intérieur du stade, on se regarde. Un gros pétard, peut-être. Le jeu continue, mais on sent un frisson parcourir les tribunes. Dehors, un homme vient de mourir. Son nom, Manuel Dias. C'est la toute première victime d'une longue nuit de sang. Et ce n'est que le début. 3 minutes à peine après la première explosion, une deuxième retentit. Puis une troisième un peu plus tard. Non, ce n'est pas un accident. C'est un plan méthodique et glaçant. Les terroristes ne peuvent pas entrer dans le stade, alors la mort va se déplacer. À bord d'une voiture, une Seat noire, elle fonce vers le cœur de Paris. 21h25. La Seat noire pile rue Alibert. 2 hommes descendent. Et là, le son. Ce son sec d'une Kalachnikov qui déchire la nuit. Les gens qui sont aux terrasses du Carillon, du Petit Cambodge, ils sont fauchés. C'est l'incompréhension la plus totale. Et aussi froidement qu'ils sont arrivés, les tireurs repartent. Derrière eux, 15 personnes ne se relèveront jamais. Le carnage continue, implacable. Après une autre attaque rue de la Fontaine-au-Roi, la voiture s'arrête à nouveau. Il est 21h36, rue de Charonne. Devant le restaurant La Belle Équipe, des gens fêtaient un anniversaire ce soir-là. Les terroristes tirent, encore et encore. Des rafales qui semblent ne jamais finir. 19 morts. Et après les tirs, le silence. Un silence terrible, seulement brisé par les sonneries des téléphones dans les poches des victimes, qui sonnent dans le vide. Et pendant que Paris saigne déjà, le pire est encore à venir. Il est 21h47, direction le Bataclan. À l'intérieur, c'est la fête, le groupe met le feu, l'ambiance est juste électrique. Et soudain, un autre son. Un son qui n'a rien à voir avec la musique. Plus sec, plus fort. 3 hommes sont entrés, et ils commencent à tirer sur tout ce qui bouge. C'est un carnage, les gens tombent les uns sur les autres. Pour survivre, il faut faire le mort, se cacher, parfois sous les corps de ses voisins. Un survivant, Sébastien, racontera avoir passé 2 heures allongé sur quelqu'un à sentir son sang couler sur lui. Cette personne est morte, et elle lui a sauvé la vie. D'autres parleront de cette odeur, l'odeur de la poudre et du sang mélangé. Une odeur, disent-ils, qui ne vous quitte plus jamais. Certains arrivent à s'enfuir par les sorties de secours. Mais pour beaucoup d'autres, c'est le piège. Ils se cachent où ils peuvent, dans les loges, les toilettes, même les faux plafonds. Imaginez, des dizaines de personnes entassées dans le noir complet. On entend tout, les tirs, les cris, le bruit des chargeurs qu'on en place. On est persuadé que sa dernière heure est arrivée. Alors on sort son téléphone et on envoie des SMS d'adieu. Pendant ce temps, en bas, dans la fosse, le massacre continue. Les terroristes achèvent les blessés, tirent sur quiconque émet un son. L'horreur, à l'état pur. Au final, 90 personnes seront assassinées à l'intérieur du Bataclan. 90 vies fauchées. Et c'est là que l'histoire prend un autre tournant. Les premiers policiers à arriver sur place, ce ne sont pas les super commandos du RAD ou de la BRI. Non, ce sont 2 policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, des flics de terrain, le commissaire Guillaume Cardy et son équipier. Et pour affronter des terroristes avec des fusils d'assaut, ils n'ont que leurs pistolets de service. Devant la porte du Bataclan, ils entendent les tirs. Pour le commissaire Cardy, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Il faut rentrer. Il pousse la porte et c'est l'enfer. Il décrira plus tard une vision d'apocalypse, un tapis de corps enchevêtrés, un silence de mort. Et il le sait, sa seule certitude, c'est que derrière cette porte, des gens sont en train de se faire massacrer. Leur intervention va être d'une efficacité redoutable, tenez-vous bien. Avec seulement 6 balles, à eux deux, ils abattent le terroriste qui est sur la scène, celui qui était en train de recharger pour continuer à tirer sur la foule. 6 balles, c'est tout. Un sang-froid, une précision. Au milieu de ce chaos, c'est juste hallucinant. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. Eux, ils ont de simples pistolets.
En face, c'est fusils d'assaut et gilets explosifs. Rationnellement, c'est une mission suicide. Ils le savent. Ils savent qu'ils vont probablement y rester. Et pourtant, ils y vont. Ça, c'est la définition même du courage. Juste après leur tir, la ceinture d'explosifs du terroriste qu'ils ont abattu explose. Les autres tirent dans leur direction. Cardi est persuadé que c'est la fin. Et là, il fait un geste d'une humanité folle au milieu de l'horreur. Il sort son téléphone et en 6 secondes, il laisse un message à sa femme. Juste 6 secondes pour dire adieu. Mais ce geste héroïque a une conséquence capitale. Il a stoppé le massacre dans la fosse et a forcé les 2 terroristes restants à se retrancher à l'étage, avec des otages. Le cauchemar n'est pas fini pour tout le monde. Un siège terrible qui va durer 2 longues heures vient de commencer. À l'étage, les otages vivent l'angoisse absolue. Ils servent de boucliers humains. Dehors, les forces d'élite, la BRI et le RAID ont encerclé le bâtiment. Ils tentent de négocier, mais les terroristes menacent de tuer tout le monde, un par un, comme le confirme un SMS envoyé depuis l'intérieur. La tension est insoutenable. Minuit 20, c'est le moment. Il n'y a plus le choix, il faut y aller. L'ordre est donné, assaut. Les colonnes d'assaut de la BRI et du RAID s'engagent. Ils avancent derrière un énorme bouclier pare-balles, sous un déluge de feu. Chaque pas est un risque. Et ils doivent riposter, mais avec une précision chirurgicale pour ne toucher aucun otage. L'assaut final est bref, mais d'une violence inouïe. Les 2 derniers terroristes sont neutralisés. Et puis, les otages sont libérés. C'est un mélange de chaos total et de soulagement infini. Une survivante raconte qu'un policier l'a attrapée, le visage noir de fumée, en lui criant « c'est fini, cours ». On leur dit de ne pas regarder par terre, de courir. Le Bataclan est enfin libre. Le silence retombe sur la salle de concert, mais ailleurs dans Paris, une autre bataille commence, celle des héros de l'ombre. Les pompiers, les médecins, les infirmiers et les chirurgiens, tous les hôpitaux de la ville passent en mode médecine de guerre. Ce à quoi ils font face, c'est du jamais vu. Des centaines de blessés qui arrivent en même temps avec des blessures de guerre. Il faut faire le tri. C'est la chose la plus terrible. Décider qui on peut sauver et qui, malheureusement, il est déjà trop tard. Ils vont opérer sans relâche, toute la nuit et les jours qui suivent. Et au milieu de ce chaos, il y a autre chose qui se passe. Un autre type de courage. Celui des gens normaux. Des milliers de Parisiens, voyant des gens errer dans les rues, complètement perdus et terrifiés, vont faire quelque chose de simple et de magnifique. Ils vont ouvrir leurs portes. Un hashtag va naître cette nuit-là, spontanément. Hashtag porte ouverte. Un réflexe de fraternité incroyable. Au lever du jour, on découvre l'ampleur du drame. Le bilan final est effroyable. 130 personnes ont perdu la vie. Des centaines d'autres ont été blessées, marquées à vie, dans leur corps et dans leur esprit. Les terroristes voulaient mettre Paris à genoux. Mais ce qu'ils ont provoqué, c'est l'inverse. Face à leur barbarie, des hommes comme le commissaire Cardi se sont levés. Des secouristes se sont dépassés. Des inconnus se sont entraidés. Cette nuit-là, ils ont tous incarné, sans même le savoir, la vieille devise de Paris, « Fluctuat nec mergitur ». Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. N'oublions jamais